Personnification de l'hiver, elle est connue pour sa grande beauté, qui n'a d'égal que sa cruauté. Mais Yuki-onna n'est pas un yokai clairement défini, comme le sont les kitsune ou les tanuki par exemple, que l'on pourrait considérer comme des espèces. Il s'agit plus de différentes histoires et croyances qui ont avec le temps été rassemblées sous le nom générique de Yuki-onna. Ça se rapproche ainsi plus du mythe. Mythe dont il existe quasiment autant de versions et de noms qu'il n'existe de préfectures japonaises, au caractère très différent, pouvant changer du tout au tout en fonction des régions. La première trace de l'existence de Yuki-onna remonte à la période Muromachi, de 1336 à 1573. On le sait grâce au Sugi Shokoku Monogatari, écrit par le poète Lenga Sugi, où il raconte comment il a vu Yuki-onna quand il séjournait dans la province d'Echigo, aujourd'hui préfecture de Niigata. Il existe diverses croyances sur la véritable identité des Yuki-onna. Généralement, elle est associée à l'âme d'une femme décédée en montagne, mais ça peut également être le fantôme d'une femme enceinte, ou même d'une princesse de la lune. Dans Yuki-onna Gomai Agoito de Chikamatsu Monzaemon, l'histoire raconte comment une femme est assassinée et devient Yuki-onna pour se venger. Plus surprenant, Yamaoka Genrin, un intellectuel de la période Edo, a avancé l'idée que Yuki-onna était en fait un être né de la neige. L'idée était que si l'eau est assez profonde, ça donne naissance à des poissons. Et si la forêt est assez épaisse, ça donne naissance à des oiseaux. Alors en toute logique, Yuki-onna peut parfaitement naître de la neige épaisse. Plus terre à terre, la légende de Yuki-onna serait née d'un mélange d'histoires paranormales de montagnards. S'il existe d'innombrables versions du mythe de Yuki-onna, de façon assez surprenante, son aspect lui est globalement toujours le même. La Yuki-onna apparaît les nuits de neige, sous l'aspect d'une grande et très belle femme, atteignant parfois pas moins de 3 mètres de haut, aux longs cheveux noirs défaits ou peu rarement blancs, et dont le souffle glacial s'échappe de ses lèvres bleues. Sa peau est inhumainement pâle, voire même transparente, ce qui fait qu'elle se fond facilement dans le paysage enneigé. Malgré son incroyable beauté, ses yeux peuvent saisir d'effroi les humains. Elle porte quasiment toujours un kimono blanc, couleur traditionnelle des vêtements mortuaires. Mais dans certains récits, elle peut être nue. Comme pour les fantômes japonais, elle n'a souvent pas de pieds. Mais certaines versions disent que ses empreintes de pas sont rougies par le sang de ses victimes, alors que d'autres disent qu'elle flotte sur la neige, ne laissant ainsi aucune empreinte. On lui accorde la capacité à se changer en un nuage de brume ou de neige si elle se sent menacée. Il faut remarquer que Yuki-onna est l'une des rares créatures du folklore japonais décrit comme belle. A noter qu'à l'époque moderne, le terme de Yukio est apparu. Bien que phonétiquement très proche de Yuki-onna, c'est en réalité la traduction japonaise de Yeti. Ce n'est donc pas une version masculine de Yuki-onna, mais une créature totalement différente. Si elle est connue pour sa grande beauté, elle l'est tout autant pour sa cruauté impitoyable. Jusqu'au XVIIIe siècle, elle était presque toujours maléfique, le contraste entre sa grande beauté et sa cruauté soulignant parfaitement son statut de personnification de l'hiver, avec la beauté de ses paysages enneigés et la violence et la cruauté de ses tempêtes. Mais comme souvent, avec le temps est devenu plus nuancé, bien que croiser Yuki-onna n'est jamais en danger. Dans de nombreuses histoires, Yuki-onna apparaît aux voyageurs piégés dans des tempêtes de neige et utilise son souffle glacial pour les tuer. Dans d'autres, elle les égare pour qu'ils meurent tout simplement de froid. Mais elle peut également être beaucoup plus agressive, attaquant des maisons en soufflant par la porte pour tuer les habitants dans leur sommeil, quand elle n'attaque pas ses victimes pour leur sang ou leur force vitale, avec parfois des similitudes avec les succubes. Il lui arrive également, à l'occasion, d'arracher le foie des enfants pour le manger. Mais ce qu'elle veut varie énormément d'une histoire à l'autre. Si parfois elle veut juste tuer, dans d'autres histoires elle ne fait que voyager, et il suffit de ne pas la déranger. On verra ça en détail un peu plus loin. En tout cas, elle est très ambivalente, à la fois belle et terrifiante, cruelle et sensible, pouvant laisser partir ses victimes potentielles pour diverses raisons. Elle est également parfois capable de se fondre parmi les humains, et même d'avoir des enfants avec eux. Comme je l'ai dit, il existe un nombre conséquent de versions du mythe, et quasiment toutes les régions qui connaissent ou connaissaient des hivers neigeux ont leur propre interprétation de la Yuki-onna. Je ne vais donc bien sûr pas tous les traiter, mais juste présenter les plus pertinentes et intéressantes. Les plus vieilles histoires de Yuki-onna sont pour la plupart des histoires de chagrin. D'ailleurs, le mythe était alors très différent de ce que l'on retrouve par la suite. Celui-ci racontait que si des gens qui vivent une vie triste dans des villages de montagne, les exemples les plus courants étant les couples de personnes âgées sans enfants,
ou des hommes célibataires. Pense à la chose qu'ils désiraient. En entendant le bruit du blizzard frapper sur leur porte shoji, alors la chose apparaîtrait. Ils vivraient alors dans le bonheur qu'ils désiraient, dans un fantasme que l'on dit aussi éphémère que la neige. Dans le tonneau Monogatari, le bruit d'un blizzard frappant un shoji extérieur le soir s'appelle le shoji sasuli, traduisible en frottement de shoji. C'est interprété comme le fait que c'est une Yukio no qui touche le shoji. Il est ainsi coutume de faire en sorte que les enfants se couchent rapidement quand ça arrive. Dans la région d'Ojiwa, de la préfecture de Niigata, une belle femme a un jour rendu visite à un homme, devenant par la suite sa femme. Cette femme était étrangement réticente d'apprendre la main, et quand on l'a finalement forcée, elle a disparu, ne laissant que des glaçons flottants. Dans cette région, on l'appelle Tsulalon, mais il y a des histoires similaires dans les préfectures d'Aomori et de Yamagata, sous le nom de Shigamon. Dans la préfecture de Yamagata, on raconte qu'une Yukio no rendit visite à un vieux couple une nuit neigeuse pour se réchauffer. Quand tard dans la nuit, la Yukio no décida de reprendre son voyage, le vieil homme lui prit la main pour l'arrêter, quand il remarqua qu'elle était anormalement froide. Puis, sous ses yeux, la jeune fille s'est transformée en un tourbillon de neige qui est sorti de la maison par la cheminée. Une autre légende dit qu'il s'agit de l'esprit d'une femme enceinte décédée dans une tempête de neige nocturne. Les nuits de blizzard, elle revient se placer au bord des chemins, en tenant contre elle un bébé frigorifié, et implore les voyageurs de prendre l'enfant dans leurs bras pour le réchauffer. Quand on serre l'enfant dans ses bras, il devient de plus en plus lourd, jusqu'à ce que l'on soit enterré sous la neige, et que l'on meure de froid. D'autres versions affirment qu'au contraire, si l'on refuse, on sera précipité dans un gouffre. À Hirosaki et à Aomori, il est raconté qu'un guerrier rencontra une telle Yukio no. Tout en serrant l'enfant dans ses bras, le guerrier avait une épée courte qu'il tenait par la bouche, la lame proche de la tête de l'enfant, ce qui lui a permis d'éviter tout problème. Lorsque le guerrier rendit l'enfant à la Yukio no, elle lui donna de nombreux trésors en remerciement. On dit aussi que ceux qui sont capables de supporter le poids toujours croissant de l'enfant obtiendront une grande force physique. Dans le même ordre d'idées, une autre histoire raconte que lorsqu'une personne traite une Yukio no avec gentillesse lors d'une nuit de tempête, la Yukio no se transforme en or le lendemain matin. Dans la région de Tono, de la préfecture d'Iwate, on dit qu'entre le Nouvel An et le 15 janvier, une Yukio no emmène de nombreux enfants pour jouer avec, les enfants étant alors avertis de ne pas sortir durant cette période. De nombreux récits parlent de Yukio no emmenant des enfants, ce qui la rapproche beaucoup de l'Ubume, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Yule. D'ailleurs, dans le district de Mogami, préfecture de Yamagata, l'Ubume serait Yukio no. Dans la préfecture de Todori, aujourd'hui Misasa, il est dit qu'une Yukio no voyage avec le vent et apparaît les jours de faibles chutes de neige. Elle marche en balançant une baguette blanche et crie à ceux qu'elle rencontre « Donnez-moi de la glace, donnez-moi de l'eau chaude ». Si on lui donne de l'eau froide, elle gonfle, mais si on lui donne de l'eau chaude, elle fond. Dans la zone autour de la rivière Kumano, dans le district de Yoshino, préfecture de Nara, le Oshiroi Ba-Asan, ou Oshiroi Babo, est également considéré comme un type de Yukio no. On dit qu'elle traîne un long miroir, faisant des tintements caractéristiques. On pense que le fait qu'elle possède un miroir et des baguettes blanches signifie qu'il s'agit d'une Miko qui sert un dieu de la montagne qui règne sur la naissance et les récoltes. Dans les provinces de Aomori, Gunma, Niigata et Miyagi, on dit que Yukio no est un terrible vampire des neiges, hantant les forêts enneigées à la recherche de nourriture. Elle vit en suçant l'énergie vitale du cœur humain. Elle gèlerait ses victimes à mort, puis aspirerait leur énergie vitale par la bouche. Dans la préfecture de Niigata, elle est connue pour sa préférence pour l'énergie des enfants. Elle pourrait même à l'occasion leur arracher le foie pour le manger. La croyance veut qu'il ne faut pas laisser ses enfants jouer les nuits de neige près d'une forêt. Dans les préfectures d'Akita et Fukui, regarder le visage d'une Yukio no ou lui parler aurait pour résultat de se faire dévorer. Inversement, dans la préfecture d'Ibaraki et dans la province d'Iwaki, préfecture de Fukushima, on dit que si l'on ne répond pas à son salut, on sera poussé au fond d'un ravin. À Ibigawa, dans la préfecture de Gifu, un monstre invisible appelé Yukimbo changerait d'apparence pour prendre celui d'une Yukio no. Ce monstre apparaîtrait dans les refuges de montagne et demanderait de l'eau. Mais si on lui en donne, on sera tué. Il faut plutôt lui donner un thé chaud à la place. Il existe également une chanson pour le faire partir. Dans la préfecture de Yamagata, il est dit que Yukio no est en fait une princesse du monde lunaire. Sur la lune, sa vie était remplie de luxe, mais lui était extrêmement ennuyeuse. Elle était fascinée par la terre en dessous, et à force de se pencher pour l'observer, une nuit elle finit par y tomber, et fut incapable de retourner sur la lune. Elle avait l'habitude d'apparaître lors des nuits de pleine lune enneigées, en manque de son ancien foyer. Ici on ressent bien sûr la grande influence du conte de la princesse Kaguya.
Comme souvent, une version finit par s'imposer comme étant la vision typique du mythe, version qui s'imposa grâce au livre Kawaidan, écrit en 1904 par Lafcadio Hearn, un écrivain d'origine irlandaise, ayant consacré une grande partie de son œuvre aux contes japonais. Cette histoire raconte qu'il y a longtemps, dans un village du pays de Musashi, vivaient deux bûcherons, le vieux Mosaku et son apprenti Minokichi, un garçon de 18 ans. Un jour d'hiver, ils se retrouvèrent bloqués au milieu d'une terrible tempête de neige. Ils décidèrent alors de dormir dans une hutte à proximité. Durant la nuit, Minokichi fut soudainement réveillé par de la neige sur son visage. La porte de la hutte avait été défoncée, et par la lumière de la neige, il vit une femme tout en blanc. Elle se pencha au-dessus de Mosaku et lui souffla dessus, le tuant instantanément. Minokichi essaya de crier, mais découvrit qu'il ne pouvait émettre aucun son. La femme se pencha sur lui, de plus en plus près, jusqu'à ce que son visage le touche presque. Et il vit qu'elle était très belle, mais ses yeux lui faisaient peur. Pendant un petit moment, elle continua à le regarder. Puis elle sourit et lui murmura « J'avais l'intention de vous traiter comme l'autre homme, mais je ne peux m'empêcher d'avoir pitié de vous, parce que vous êtes si jeune et joli garçon. Je ne vous ferai pas de mal, mais si jamais vous parlez à quelqu'un, même à votre propre mère, de ce que vous avez vu cette nuit, je le saurai et alors je vous tuerai. » Sur ces mots, le parti. Quelques années plus tard, Minokichi rencontra une femme très belle, à la peau blanche comme la neige, qui s'appelait Oyuki. Les deux tombèrent très rapidement amoureux, se marièrent et eurent 10 enfants. Oyuki était très appréciée par tous, et malgré les années, elle paraissait toujours aussi belle et jeune que le jour de son arrivée au village. Une nuit, après que les enfants se soient endormis, Oyuki cousait à la lumière d'une lampe en papier, et Minokichi, la regardant, lui dit « Te voir coudre avec la lumière sur ton visage me fait penser à une chose étrange qui m'est arrivée quand j'étais un garçon de 18 ans. J'ai alors vu quelqu'un d'aussi beau et blanc que toi maintenant. » Minokichi lui raconta alors la terrible nuit dans la hutte. Quand Minokichi finit son récit, Oyuki se leva soudainement et cria « C'était moi ! Et je vous ai dit que je vous tuerais si jamais vous disiez un mot à ce sujet. Mais pour nos enfants, je ne vous tuerai pas. Maintenant, vous feriez mieux de prendre très bien soin d'eux, car si jamais ils ont des raisons de se plaindre de vous, je vous traiterai comme vous le méritez. » Alors même qu'elle criait, sa voix devenait de plus en plus faible. Puis elle fondit en une brume blanche et brillante, et jaillit jusqu'aux poutres du toit. On ne la revit jamais. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like. Et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.